Claude Voléon est historien de formation et il enseigne donc cette doctrine. Il est aussi rédacteur dans notre revue Lecture française et il a commis donc différentes études, notamment une à propos de l'islam qui s'appelait Quelques éléments de discernement, donc une petite plaquette, et donc celle dont il va nous parler qui s'appelle la farce, excusez-moi, du réchauffement climatique. Donc je lui laisse la parole et je lui remercie de sa contribution régulière à nos travaux. Merci. Bien, merci Monsieur Dautefeuille, messieurs, dames, bonsoir. Donc effectivement, le lapsus était révélateur. Hein. Il s'agit d'une farce, mais qui est enseignée avec force. On peut même dire qu'il s'agit d'une véritable entreprise de propagande. Alors, je vais d'abord effectivement commencer par vous dire ce que je ne suis pas. Je ne suis pas climatologue, je ne suis pas non plus météorologue, je suis encore moins géophysicien, je ne suis pas non plus un géomorphologiste, je ne suis pas géologue, bref, je ne suis rien de tout ça. Donc autant vous dire que je n'ai aucune compétence, en tout cas pas plus ni moins que celle qu'on attribue habituellement aux pseudo-experts ou aux cuistres de service qu'on entend en longueur de journée sur l'audiovisuel public, notamment, que ce soit dans les médias radiophoniques ou tout simplement à la télé. Alors, la télé, moi, je ne l'ai plus depuis longtemps parce que justement, j'en avais assez de subir 24 heures sur 24 ce genre de discours. Et c'est là la raison, en fait, de ce petit opuscule. Alors, si je ne suis pas effectivement climatologue ni météorologue, je suis quand même quelqu'un j'espère être quelqu'un de bon sens. Comme tout Français au pays de Descartes, je fais d'abord marcher ma raison avant les émotions. Et comme j'en avais plus qu'assez de ce racolage permanent, je me suis quand même posé des questions. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on nous parle constamment du réchauffement climatique, du pseudo-réchauffement climatique depuis une vingtaine d'années, même un peu plus? Qu'est-ce que ça cache? Pourquoi ce discours racoleur? Pourquoi ce discours presque inquisitorial, disons-le? Et ça m'a donné des idées. Alors je me suis dit, eh bien, je vais faire ce que tout citoyen raisonnable fait. Je vais enquêter. Enfin, devrait faire. Alors, je vais enquêter, je vais essayer de me documenter sur la question, d'interroger de vrais spécialistes, parce qu'il y en a quand même, consulter les archives des services de la météo, de l'Observatoire de Paris, qui remonte quand même à 2014. Et puis, bien sûr, consulter également les annales historiques. Et là, je suis quand même un peu plus à l'aise pour le faire, puisque, effectivement, de par ma formation, comme le disait M. Dautefeuille, je suis historien. Voir un petit peu ce qu'il en est de cette affaire du changement de climat ou du pseudo-changement de climat. Bon. Et alors, j'en suis arrivé à certaines conclusions. Et ces conclusions m'ont amené, effectivement, à écrire 3 articles à suivre dans la revue Lecture française. Et puis, M. Dautefeuille a estimé que le travail était suffisamment intéressant pour en faire un condensé, c'est-à-dire sous forme d'une petite plaquette que vous avez ici, qui est en vente à la sortie. Alors c'est vrai que pour un prix très modique, hein, je fais un peu de pub, 5,50 €, vous avez une synthèse. J'ai essayé de faire le plus simple possible, parce que c'est vrai que ce sont des questions complexes, que le grand public en général ignore, donc il va se contenter de ce qu'il entend à longueur d'antenne. Donc j'ai essayé de faire simple et de résumer en 30 pages ce qu'on pouvait dire sur la question. Voilà, hein, d'où l'opuscule. Alors ce qui a déclenché également chez moi cette recherche et toutes ces interrogations, c'est l'affaire Philippe Verdier. Alors je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. Philippe Verdier, c'était le monsieur météo de France 2 il y a quelques années. Et au moment de la COP21, donc la fameuse conférence pour le climat qui avait eu lieu à Paris, donc c'était en 2000, j'ai oublié la date, vous voyez comme quoi c'est très important, ça devait être en 2015, eh bien ce monsieur avait été convoqué, comme tous les présentateurs météo du service public et du service privé, donc TF1, etc., à une réunion au Quai d'Orsay. Et à l'époque, nous étions sous François Hollande, le ministre des Affaires étrangères, c'était
l'inénarrable M. Fabius, un revenant. Et M. Fabius avait enjoint à tous les présentateurs météo du service public et également des chaînes privées d'aller dans leur présentation des bulletins météo dans le sens de la thèse du réchauffement climatique. Il fallait préparer la COP21 et il fallait conditionner le public en ce sens. Et Philippe Verdier s'y est refusé. Il s'y est refusé parce que, comme toute personne honnête qui se posait des questions, il avait lui-même enquêté et il est arrivé à la conclusion que tout ça c'était du bidon. Donc il a refusé. Il a refusé de se plier à ce jeu malsain et il était viré. Il était viré comme un malpropre du jour au lendemain sans préavis. Et à la suite de ça, il a écrit un bouquin. Dans lequel il a raconté ses déboires. Et ça a été chez moi le déclic. Je me suis dit, mais si dans le pays des droits de l'homme, dont on rebat les oreilles du matin au soir, on ne peut même plus s'exprimer sur des questions aussi basiques que la pluie et le beau temps, alors c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc voilà, c'est à partir de ça que j'ai commencé mon enquête. Alors, je ne vais pas y aller par quatre chemins, et une fois n'est pas coutume, je vais commencer par la conclusion. Comme ça, voilà, ça permettra d'aller tout de suite à l'essentiel. Je pense que cette affaire du réchauffement climatique, et ce qui va avec, c'est-à-dire la transition énergétique, toutes ces choses-là dont on parle constamment, surtout en ce moment, c'est une foutaise. C'est une foutaise complète. L'activité humaine n'a qu'une incidence très marginale sur le climat. Et ce changement de vie, et là je rebondis sur l'actualité, puisque les Gilets jaunes l'ont assez démontré, ce changement de vie qu'on demande aux Français, de toute façon, ne réduira pas sensiblement les émissions de CO2, de gaz carbonique. Bien au contraire, je crois que c'est l'inverse qui risque de se produire. Alors pour reprendre une formule assez heureuse de Charles-Henri Desvoix, qui est un écrivain qui a commis lui aussi un petit bouquin très politiquement incorrect sur le sujet, je pense que le réchauffement, c'est une propagande fumeuse qui me laisse froid. Alors vivement que M. Hulot reparte en vacances. Alors évidemment, quand il a écrit ces mots, M. Hulot était encore ministre de l'écologie. Moi, quand j'ai commis ma plaquette, il y était encore. Depuis, il est parti. Alors effectivement, dans ma plaquette, il y a un certain nombre de faits conjecturels, de conjonctures qui ne sont plus d'actualité, mais le fond reste valable. Alors, ce réchauffement climatique, qu'est-ce que c'est? D'abord, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a vraiment un réchauffement climatique? Et est-ce qu'il y a un réchauffement climatique global de la planète? Ensuite, deuxième question, est-ce que ce réchauffement est anthropique? C'est-à-dire, est-ce que l'homme a une responsabilité dans ce réchauffement? Alors, c'est le fameux effet de serre dont on nous parle sans arrêt. Troisième question, ce réchauffement qui serait donc d'origine anthropique menace-t-il l'avenir de la planète? Et quatrième question, qui est en fait plutôt une affirmation, il serait donc de notre devoir de citoyens éco-respectables de lutter contre. Voilà, donc c'est à partir de ces questions que j'ai bâti mon ouvrage en trois parties. Je me suis penché dans une première partie sur ce qu'est la climatologie. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail dans le cadre de cette petite conférence, mais c'est une science, sachez-le, qui est une science très jeune, qui remonte à la fin du 19e siècle. Donc c'est quand même assez récent. Donc j'ai fait un petit historique de ce qu'était la climatologie et de ce qu'était l'histoire du climat. Parce que si on peut se poser des questions sur les changements du climat, on peut quand même savoir, grâce aux annales, justement, historiques, quels ont été dans l'histoire les changements du climat. Parce qu'il y a eu des changements du climat. Ensuite, effectivement, je me suis attaché à démontrer dans une deuxième partie qu'on se servait justement de un certain nombre d'individus, dont je vais reparler tout à l'heure, se servaient de ces variations du climat pour leurs propres intérêts, et qui ne sont certes pas des intérêts écologiques. Et donc c'est cette deuxième partie que j'avais appelée les imposteurs du réchauffement climatique. Et là on reparlera justement du cas de M. Hulot.
Et puis une troisième partie qui est en fait la réponse à toutes ces questions et dans laquelle j'essaie de démontrer que tout ça cache en fait des enjeux beaucoup plus importants qui ne sont évidemment pas liés ni à l'écologie ni au climat, mais qui sont tout simplement un moyen comme un autre de faire avancer ce que j'appelle, ce que d'autres appellent le projet mondialiste. Alors je n'étais pas là tout à l'heure à la conférence de M. Plaquevent, je suppose qu'il a dû en parler. Monsieur Soros étant un prototype de ce genre d'individu qui, par justement ses fondations diverses, va financer tous ces mouvements qui veulent nous faire changer. Parce que le fond du problème, c'est ça. Il s'agit de nous faire changer. Voilà. On nous parle du changement climatique, mais ce que ces gens-là veulent, c'est nous faire changer. Nous faire changer pour effectivement entrer dans un nouvel ordre mondial voilà, sur lequel, sans cette propagande permanente, nous ne rentrerions pas volontiers. Alors, pour revenir donc sur ce réchauffement climatique, de quoi parle-t-on ? Y a-t-il un réchauffement climatique ? Non, ce n'est pas prouvé actuellement. Les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux. Il n'y a pas de preuve formelle que nous subissons actuellement un réchauffement climatique global. De toute façon, c'est très difficile de parler de réchauffement climatique global quand on sait que justement il n'y a pas de climat global, mais des climats, puisque n'importe quel élève de 6e, c'est ça. C'est ce qu'on apprend aux élèves, c'est ce qu'on apprenait aux élèves dans un passé encore récent, que la Terre était divisée en grandes zones de chaleur, qu'à chacune de ces zones de chaleur correspondent des climats différents. Il n'y a donc pas de climat global sur la planète. Alors ça devient déjà très difficile de parler de climat global. Alors évidemment, réchauffement global encore plus. Alors pour autant, y a-t-il eu dans le passé des réchauffements climatiques ? Oui, bien sûr. Évidemment, personne ne le nie. C'est une notoriété publique. Je vais vous donner quelques exemples. Le Groenland. Parlons du Groenland, j'en parle dans la plaquette. Le Groenland, comme vous le savez sans doute, c'est du danois. Bon, c'est une langue qui est très proche de l'allemand ou de l'anglais. Ça signifie la terre verte. La terre verte. Alors, quand Éric le Rouge et Leif Erikson ont découvert le Groenland en 1000, ils l'ont nommé ainsi. Pourquoi ils l'ont nommé ainsi ? Parce que probablement que le climat à l'époque n'était pas le même qu'aujourd'hui. Il y avait peut-être une part de propagande de la part de nos glorieux vikings qui avaient sans doute envie d'attirer leurs congénères sur cette île. Mais il est certain qu'il y avait, il y a 1000 ans au Groenland, un climat qui était sans doute plus proche de celui de l'Irlande actuelle ou de l'Islande que celui qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. C'est par la suite que le climat s'est refroidi. Et d'ailleurs, la civilisation viking ne s'y est pas adaptée, a périclité, a disparu pour être remplacée par celle des Inuits, qui eux venaient de Sibérie. On le sait très bien, parce qu'on a fait des fouilles sur la côte sud du Groenland, où on a retrouvé des traces d'établissements vikings de l'an 1000. Et cet an 1000 correspond à ce qu'on appelait à l'époque le petit optimum médiéval, c'est-à-dire une extraordinaire période de réchauffement qui va permettre justement le développement de la civilisation chrétienne occidentale. C'est le siècle de Saint-Louis, ce petit optimum médiéval va durer jusqu'au XIVe siècle. Et c'est une période très douce qui va permettre effectivement une avancée considérable des cultures. On va pouvoir défricher des terres jusque très loin au nord. La vigne, à l'époque, s'étend jusqu'en Scandinavie. Ça, on l'a dans les annales. Ça, c'est sourcé, c'est dans les annales historiques. Donc le réchauffement a déjà eu lieu, et ce n'est pas synonyme de catastrophe. Bien au contraire, c'est ce réchauffement qui a permis le développement, entre autres, de la civilisation médiévale occidentale. Donc dire que le réchauffement en soi serait une calamité ou synonyme de danger, bon, on peut déjà se poser des questions. Alors ensuite, autre exemple, le Sahara. Bon, le Sahara, qui comme chacun sait est aujourd'hui le plus grand désert de la planète, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a 6000 ans, le Sahara était une vaste savane, dont le climat et le biotope étaient à peu près semblables à ce qu'on a aujourd'hui en Afrique centrale, avec la faune qui va avec. Donc girafes, éléphants, buffles, etc., etc. Des lacs partout, des rivières. Et le climat a changé. Le climat s'est réchauffé, effectivement, et le Sahara est devenu un désert. Comment le sait-on ? Il suffit de faire des prospections géologiques dans le Sahara, tout simplement. Et puis, nous avons les... Alors, contrairement à des idées bien reçues, le Sahara n'est pas un désert, n'est pas un erg. L'erg,
bergs dans le Sahara. Les dunes, c'est quoi? C'est 20% du Sahara, 80% du désert saharien, c'est un règle, c'est-à-dire de la caillasse, hein, des canyons, des falaises, des plateaux, et d'innombrables grottes. Et dans ces grottes du Sahara, vous avez des peintures pariétales que les archéologues ont retrouvées, qui datent donc du néolithique ou du paléolithique. Et qu'est-ce qu'on voit? Alors, ce sont les lascaux locaux. Et qu'est-ce qu'on voit sur ces peintures, sur ces parois? Eh bien, des animaux qui actuellement sont des animaux qu'on trouve uniquement dans la savane africaine. Donc il est évident que le Sahara n'a pas toujours été un désert. Voilà. Donc le climat, et c'est le propre du climat, change. Il se réchauffe, il se refroidit. Voilà. Et inversement. Il y a 20 000 ans, ici, c'était un océan de glace. On était dans la dernière ère glaciaire. Alors maintenant, dire que nous vivons une période de réchauffement, eh bien oui, c'est vrai. Cette période a commencé il y a maintenant plus de 2 siècles. Est-ce qu'elle va être amenée à se prolonger? Nous n'en savons rien. Est-ce que l'homme a une incidence sur ce réchauffement? Alors, il se trouve que l'activité industrielle humaine, qui se développe considérablement justement avec la révolution industrielle, donc là on est à la fin du XVIIIe siècle ou du XIXe siècle, correspond à cette période de réchauffement de la planète, de ce réchauffement du climat, en tout cas dans l'hémisphère nord, dans l'hémisphère occidental. Alors évidemment, il est facile de faire le rapprochement et de dire, ben oui, voilà, vous voyez bien que c'est l'activité humaine qui provoque ce réchauffement climatique et qui continue. Mais pas du tout. Personne n'en sait strictement rien. Nous n'en avons pas la preuve formelle. Il est même probable, alors là, sous réserve évidemment que mes propos soient validés par la communauté scientifique, la vraie, hein, pas les escrocs du GIC, il est même probable qu'apparemment la Terre, ou en tout cas une partie de la Terre, serait aujourd'hui en train de se refroidir. Et tout n'a pas été exploré. Je le disais tout à l'heure en introduction, la climatologie, c'est une science très jeune. Nous ne connaissons pas tous les tenants et les aboutissants des mécanismes qui font le climat. Alors, parmi ceux-ci, il y a probablement l'activité solaire. L'activité solaire joue un très grand rôle, les tâches solaires, ce qu'on appelle les tâches solaires jouent un très grand rôle, et on a constaté que les périodes de réchauffement coïncidaient avec une très forte activité éruptive sur la surface du Soleil. Or, depuis quelques décennies, il semblerait, je dis bien il semblerait, j'emploie le conditionnel, que l'activité solaire se réduise. Donc, nous irions non pas vers un réchauffement, mais vers un refroidissement. Voilà. Donc voilà un exemple parmi d'autres. Autre phénomène naturel très mal étudié, parce que très difficile à saisir également, ce qu'on appelle les transgressions océaniques, c'est-à-dire le rôle des courants marins dans les modifications du climat. On sait par exemple que ce qui nous donne, nous, en France et en Europe occidentale, notre climat tempéré, c'est la fameuse dérive océanique. C'est un courant profond qui rafraîchit, qui réchauffe les eaux de l'Atlantique et qui nous donne ce climat tempéré. Bon, si la dérive océanique, pour une raison X ou Y, changeait de route, ou modifiait son cours, on aurait évidemment certainement un changement de climat. Il en va également de même du Gulf Stream. Mais ce sont des questions, encore une fois, très difficiles à appréhender, puisque par définition, ça échappe quand même à des analyses poussées. Voilà. Donc, l'activité humaine, si elle joue un rôle, je dis bien si elle joue un rôle, et notamment les fameuses émissions de carbone, si elle joue un rôle, ce ne peut être de toute façon qu'un rôle marginal. Ce n'est pas ça qui va contribuer à un changement de climat. D'ailleurs, les charlatans qui nous gouvernent et qui essaient de nous conditionner là-dessus s'en sont rendus compte. Si bien qu'aujourd'hui, on ne parle plus vraiment de réchauffement climatique. Parce qu'ils se sont bien rendus compte que le réchauffement climatique n'était pas synonyme de catastrophe, mais au contraire de bien-être. Je rappelle que les périodes de petit âge glaciaire, comme on en a connu à partir du XIVe siècle et jusqu'au début du XIXe siècle, sont les périodes
de grandes famines, de guerres, d'épidémies, etc. Hein. Le refroidissement conséquent qu'a connu l'Europe à partir du XIVe siècle a entraîné toute une série de cataclysmes qui ont duré longtemps, et notamment sous le règne de Louis XIV. Je crois que c'est l'hiver 1712, un des derniers hivers du règne de Louis XIV, parce qu'il meurt en 1715. On fendait le vin à la hache dans les barriques. Et tous les vergers de France ont crevé. Ce qui avait entraîné évidemment une catastrophe. Donc vous voyez que tout ça, pour vous dire que le climat ne cesse pas de changer et il changera encore. Alors, évidemment, ce sont des cycles longs. Et nous vivons dans l'instant. C'est-à-dire que nous sommes des civilisations de l'instant. Alors nous avons perdu l'habitude d'étudier les temps longs, ce que ne faisaient pas nos ancêtres, justement, qui avaient cette sagesse. Alors, ceci m'amène aux escrocs. Je n'hésite pas à les qualifier d'escrocs. C'est-à-dire ces gens-là qui nous rebattent les oreilles du matin au soir avec ces histoires du changement de climat. Alors, je ne veux pas tous les citer ici, puis je n'ai pas le temps, mais je vais vous donner un cas exemplaire. Ce cas exemplaire, c'est M. Al Gore, qui est le candidat malheureux à la présidentielle américaine il y a quelques années, et qui s'est reconverti dans l'écologie, ce qui est un business fabuleux. Donc ce monsieur donne des conférences à plusieurs dizaines de milliers de dollars pour nous expliquer que eh bien, nous sommes à la veille d'un cataclysme, qu'il faut absolument changer nos comportements, etc., etc. Bon, bref, on est dans le millénarisme à l'état pur. Mais quelles sont ses compétences pour nous parler de ce sujet? Aucune. Et j'explique bien dans ma plaquette que ce genre d'individu, c'est un petit peu toujours la même chose. C'est les gens qui vous disent faites ce que je dis, mais faites surtout pas ce que je fais. Alors, quand on voit le train de vie de M. Al Gore, en bon américain moyen, il y a de quoi douter de la sincérité de ses propos. Je vous invite à découvrir qui est ce monsieur. Alors, autre escroc d'envergure. Alors ça me fait un peu mal de tirer sur l'ambulance parce qu'il n'est plus là aujourd'hui. Il a démissionné avec fracas du gouvernement il y a quelques mois. Et je veux parler bien sûr de M. Hulot. Alors M. Hulot, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, aurait mieux fait de rester en vacances puisqu'il n'a absolument aucune compétence pour nous parler du climat et des dangers liés au changement du climat ou au pseudo-changement du climat. C'est un histrion, c'est un animateur de télévision. Il n'a fait aucune étude dans ce domaine. Bon, c'est son droit. Voilà, il a surfé, si j'ose dire, sur la vague et il s'est fait une notoriété publique dans l'écologie sur un tel qu'il ne maîtrise absolument pas. Alors évidemment, fort de cette notoriété publique et de son aura auprès des Français, on l'a bombardé, enfin il a fini par se laisser bombarder au poste de ministre de l'écologie de M. Macron pour en démissionner quelques mois plus tard avec fracas quand il s'est aperçu qu'il ne servait à rien. Effectivement, il ne sert à rien. Et ça fait 20 ans que ce monsieur-là nous enfume. Mais pendant ce temps-là, il a fait fortune. Donc c'est quand même pas mal pour lui, on va pas le plaindre. Donc voilà, ce sont ce genre d'individus qui nous donnent des leçons la journée entière. Mais qui n'ont absolument, je vous le disais encore tout à l'heure, aucune compétence pour nous parler du climat. Alors, si ces gens-là n'ont aucune compétence, si ce réchauffement, ce pseudo-réchauffement est une propagande fumeuse. Alors oui, je fais une petite digression. Je n'ai pas parlé non plus, je l'évoque dans ma plaquette, mais je rebondis sur l'actualité parce que j'ai quand même été assez scandalisé parce que j'ai entendu ces derniers jours dans les médias. Alors, il y a eu le phénomène évidemment des gilets jaunes. Alors on dit, les gilets jaunes sont des égoïstes, ils ne voient que leurs intérêts catégoriels, leur petit confort, on ne va pas les manifester et tout casser pour des histoires de prix de l'essence. Oui, mais justement, alors on leur dit de toute façon c'est une urgence absolue, il faut changer de mode de consommation, le pétrole c'est fini, les puits vont se tarir, c'est la transition énergétique. Mais de qui se moque-t-on? Mais de qui se moque-t-on?
Mais où a-t-on vu que les puits de pétrole allaient se tarir? Mais c'est absolument faux, c'est totalement faux. Non seulement ils ne sont pas prêts de se tarir, mais on ne cesse de découvrir de nouveaux gisements. Entre 2008 et aujourd'hui, donc sur un espace de 10 ans, on a découvert 50% en plus de nouveaux gisements de pétrole. Et ça a été possible, ça a été rendu possible justement après la crise de 2008, la fameuse crise économique mondiale partie des États-Unis, donc la fameuse crise des subprimes, et ce qui a incité justement les États à forer et à faire des recherches pour essayer de trouver de nouveaux gisements. Donc le pétrole, la fin du pétrole, c'est pas pour demain. Donc la transition énergétique, c'est une blague, hein, c'est une vaste blague. Alors pourquoi est-ce qu'on va aller taper sur les gens comme ça, hein, au propre comme figurine, hein, pour leur faire changer leur mode de vie, si on sait très bien que la fin du pétrole n'est pas pour demain, et que passer à l'électricité, de toute façon, serait une solution coûteuse et sans doute pas tellement moins polluante que le pétrole. Ce qui veut dire que le pétrole n'a que les émissions de CO2 n'ont qu'une incidence, hein, très très marginale, vraiment à la marge sur le pseudo-réchauffement climatique et sur les émissions de gaz à effet de serre. En tout cas, beaucoup moins qu'une éruption volcanique. Et c'est ça que je voulais vous dire, d'où ma petite digression. Une éruption volcanique, et Dieu sait s'il y en a eu dans l'histoire, une grande éruption volcanique, à elle seule, va provoquer en quelques semaines ou en quelques jours plus d'émissions de gaz carbonique que la totalité des industries de l'Europe occidentale en un an. Alors on a des exemples célèbres d'éruptions volcaniques dans le monde qui ont été des catastrophes majeures et qui ont, elles, effectivement changé le climat. Alors je pense à l'éruption du Tambora. Donc là, on est en 1816, hein, en Indonésie, à côté de Java. Ce volcan a littéralement explosé et a libéré dans les hautes couches de l'atmosphère des millions de mètres cubes de particules qui se sont mis en orbite et qui ont fait le tour de la planète pendant plusieurs années. Et les années suivantes, 1816, 1817, ont été des années sans soleil. On les a appelées les années sans été. Les récoltes ont été catastrophiques dans tout l'hémisphère occidental. Et ça a donné lieu à des émeutes de la faim, à des disettes et à des révolutions. Donc voilà, un phénomène naturel à lui seul peut modifier temporairement le climat. Donc je referme cette parenthèse et j'en viens à la conclusion. Alors la conclusion, donc si tout ça est une vaste blague, c'est pour ça que j'ai parlé de farce, parce que il y a quand même un côté comique. Quand on voit tous ces gens, et notamment ces présentatrices ou ces présentateurs météo, qui nous font la leçon en permanence en nous demandant de changer nos comportements. Pensez à éteindre vos lumières, c'est bon pour la planète, etc. etc. Mais ça suffit. Je crois qu'on est quand même assez adulte pour savoir ce qu'on a à faire tout seul. Donc si tout ça c'est une foutaise, si ce changement climatique, ce pseudo-changement climatique est une foutaise, alors pourquoi tout ce battage ? Donc, je ne vais pas dévoiler la troisième partie de l'ouvrage, et je vais conclure là-dessus, mais je vais quand même vous en donner un petit aperçu. La réponse est dans mon titre. Si cette farce est réellement, enfin, si ce réchauffement climatique est une farce, c'est avant tout un moyen de force, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, pour nous faire changer, nous forcer à changer de comportement, et surtout nous changer les mentalités, pour nous faire avaler, effectivement, l'entrée dans un gouvernement mondial. Alors s'il y en a qui pensent que j'exagère, ou que je suis dans le complotisme aigu, eh bien, je les renvoie à de prestigieux auteurs du passé qui ont déjà étudié ces questions-là, qui les ont théorisées, qui en ont fait des livres. Ces méthodes de conditionnement de masse, ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale, c'est pas d'hier. Je rappelle que, par exemple, Gustave Le Bon, au XIXe siècle, dans plusieurs de ses ouvrages, en avait parlé, hein, notamment dans le fameux ouvrage « La psychologie des foules ». Ensuite, le russe Sergueï Tchakotkin en avait également parlé dans ce qu'on appelait, dans son ouvrage demeuré célèbre, le viol des foules par la propagande politique. Et plus près de nous, Édouard Bernays, qui était ce publiciste américain, qui a écrit un livre qui s'appelle Propaganda, le conditionnement de l'opinion publique en démocratie. Donc, si vous voulez, tout ça a été déjà étudié, a été théorisé, a été démontré.
Et on se rend compte que finalement aujourd'hui, les gens qui sont à la manœuvre, c'est-à-dire tous ces pontes du GIC, le groupement intergouvernemental sur le climat, donc toutes ces émanations de l'ONU, tous ces gens, donc les Soros, dont M. Paquevent a parlé tout à l'heure, tous ces gens-là poussent dans le même sens. Ils poussent tous dans le même sens. Et c'est toujours la même chose. Et en fait, c'est ce changement qu'on nous impose, voilà, ce pseudo-changement climatique, en fait, c'est pour nous faire changer, nous. Il ne s'agit pas tant de revoir le mode de vie ou de consommation que de nous faire changer de mentalité. C'est l'homme nouveau. Il faut changer nos comportements. Il nous faut nous faire rentrer dans le moule. Voilà, c'est ça le but. Hein. Je simplifie parce qu'il y a bien d'autres facteurs qui entrent en jeu. J'aurais pu également parler du rôle délétère des multinationales. Je pense par exemple à toutes celles qui sont liées à l'éolien et qui ont bien sûr un intérêt à ce qu'on passe du tout pétrole ou du tout nucléaire à l'éolien. Alors qui y a intérêt? Bien les Allemands. Pour les questions que je ne vais pas développer, hein, mais bon, les Allemands ont renoncé au nucléaire parce que leurs écolos ont fait pression. Ils se sont donc mis à l'éolien et aux centrales à charbon, donc en fait ils polluent 2 fois plus qu'avant. Et puis évidemment, ça ne marche pas, c'est déficitaire. Alors il faut qu'ils exportent leurs éoliennes, voilà, tout simplement. Ils vont les vendre à qui? Eh bien à ceux qui n'en ont pas, c'est-à-dire par exemple les Français qui, eux, grâce à l'énergie nucléaire, avaient une capacité d'indépendance énergétique proche de 80%. Voilà. Donc il faut savoir ça. Donc ça profite à ce nouvel ordre mondial qui se met en place, c'est-à-dire tous ces gens qui veulent nous faire changer pour nous imposer leur lubie millénariste, leur lubie pseudo-écologiste. Hein. Et puis ça profite évidemment, parce que c'est aussi une histoire de gros sous, à tous ces lobbies industriels. En fait, c'est comme des tiroirs. Hein. Quand vous ouvrez un tiroir, vous le refermez et voilà, derrière, il y a encore autre chose. Donc tout ça est très imbriqué. Hein. C'est assez complexe, mais on voit quand même bien dans le sens dans lequel ça va. Hein. Il s'agit de nous faire changer. Alors voilà, moi je refuse ce changement. Je ne veux pas me laisser embrigader dans cette aventure. Je pense que c'est encore un sujet, il n'en reste peu, et celui-là en fait partie, sur lequel on peut débattre en toute simplicité, en toute honnêteté. Pour l'instant, puisqu'il semblerait qu'effectivement, et j'en parle également dans ma plaquette, qu'il soit question progressivement de mettre à l'amende, entre guillemets, ou de sanctionner les climato-sceptiques. Hein. On le voit d'ailleurs, de toute façon, le vocabulaire, hein, aujourd'hui, qui est utilisé par les médias pour dénigrer ou pour discréditer les climato-sceptiques, c'est quoi? C'est le même vocabulaire que celui qu'on utilise vis-à-vis des révisionnistes historiques. C'est le même. C'est la chasse aux sorcières. Hein. Vous êtes un négationniste, vous êtes un climato-sceptique, donc vous êtes un négationniste. Alors si vous êtes un négationniste, etc., suivez mon regard. Voilà. Donc il ne faut pas se laisser prendre à ce piège, il ne faut pas avoir peur d'en débattre. C'est quand même encore un des sujets sur lesquels on peut à peu près parler librement, et c'est surtout, j'allais dire, le sujet de conversation préféré des Français. Puisqu'il suffit que vous sortiez dans la rue, vous allez au café du commerce du coin, ou chez votre boulangère, pour qu'on vous parle de la pluie et du beau temps. Alors c'est justement là que vous avez un rôle à jouer, et quand les gens vous parlent de ça, et qu'ils disent « Ah, ma pauvre dame, il n'y a plus de saison », ben non, mais si madame, il y a encore des saisons justement, et ça n'a rien d'étonnant qu'on ait des hivers doux et humides à Nantes, hein, c'est même la règle. Ça n'a rien d'étonnant qu'on ait eu un été chaud et soi-disant caniculaire cet été. Il y en a eu d'autres beaucoup plus chauds et beaucoup plus caniculaires dans le passé, et on n'en faisait pas tout un plat. Voilà, donc je pense qu'il faut pouvoir parler de ça librement avec les gens. Il faut absolument sortir nos contemporains de ce conditionnement permanent, hein, qui devient vraiment dramatique. Voilà. Mais si vous posez les bonnes questions, et si vous posez aux gens les bonnes questions, eh bien, il y a une petite musique là, qui se met en marche dans le cerveau, et les gens commencent à réfléchir. Et se disent, mais effectivement, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais les gens ne réfléchissent pas. Ils ne réfléchissent pas.
parce qu'ils sont matraqués en permanence, conditionnés en permanence par les médias. Médias qui sont tous, sans exception, aujourd'hui en tout cas en France, entre les mains de grands groupes financiers. Grands groupes financiers qui eux-mêmes, évidemment, ont des intérêts dans les énergies pseudo-renouvelables et dans, évidemment, une politique de gouvernement mondial. Donc voilà, il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Tout se tient, tout est lié. Voilà. Je pense avoir fait le tour. J'ai pas trop débordé, ça va. Bon, il y aurait beaucoup à dire. Donc je vous invite, je fais un peu de pub, hein, à lire la plaquette, à la distribuer autour de vous pour un prix modique, pour convaincre les sceptiques. Hein. Il y en aura quand même beaucoup. Et là, vous aurez fait œuvre utile. Merci à vous.